Dans un climat de contestation générale avec des manifestations, Andry Rajoelina, le président malgache, nomme depuis hier un nouveau Premier ministre après la démission de l'ancien il y a quelques jours. Le général des divisions Rufin Fortuna Zafi-Sambo aura la lourde mission de rétablir l'ordre dans le pays face aux manifestants qui veulent aller jusqu'au bout en demandant la démission du président de la République. Et puis nous irons également dans cette édition au Mali où de nombreux civils quittent la ville de Kidal, une ville qui était autrefois dans la main des rebelles indépendantistes. Mais toujours, des attaques ne cessent de se répéter, créant un climat d'insécurité. C'est tout pour les titres à développer dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Tchad Info TV. Le président malgache Andry Rajoelina a annoncé ce lundi soir 6 octobre la nomination du général de division Rufin Fortuna Zafi-Sambo au poste de Premier ministre pour rétablir l'ordre et la confiance du public. Ce général assez méconnu ne faisait pas partie des pressentis pour occuper le poste. Il aura pour mission de rétablir l'ordre public et d'améliorer les conditions de vie de la jeune génération malgache qui a accueilli cette nomination avec scepticisme. Nous savons encore peu de choses de ce militaire dont le nom ne faisait pas partie de la liste qui circulait depuis quelques jours. Le général de brigade Rufin Fortuna Dimbisao Zafi-Sambo était en poste depuis 2021 au sein de la primature. Il était le chef de cabinet militaire du Premier ministre Christian Tiaye. Ce militaire de l'armée militaire a fait ses études à l'Académie militaire d'Antisab en 1991 et son enseignement militaire de second degré en France. Le nouveau Premier ministre vient du corps administratif. Un spécialiste de l'armée nous a expliqué que ce général restait assez méconnu dans le Serail. Aucun fait d'armes à son actif, il est en revanche connu dans le monde du basketball, puisqu'il est le manager général de la Fédération de basket. Dans son allocution télévisée, le président Andry Rajoelina a annoncé nommer un homme intègre, travaillant rapidement, ayant de l'ouverture et de l'écoute, capable de redonner confiance à la population. Le chef de l'État n'a pas manqué de souligner à plusieurs reprises l'importance de ramener l'ordre public sur l'île pour éviter que Madagascar ne ressemble à d'autres pays comme Haïti où des bandits et des mafias sont à la tête de l'État. Cela a failli arriver ici, affirme-t-il, en référence au sein des pillages qui avaient eu lieu la semaine dernière. Mais je suis revenu à temps, a-t-il ajouté. Parmi les chantiers prioritaires confiés à ce général, outre rétablir l'ordre public, améliorer la distribution d'eau et d'énergie, éradiquer la corruption et mettre en place un budget spécial pour construire des nouvelles cités universitaires. Des objectifs ambitieux et un délai très court, Andry Rajoelina laisse à son nouveau Premier ministre 6 mois pour relever ces défis. Autrement, nous prendrons les décisions qui s'imposent, a prévenu le chef de l'État. Une concertation nationale sera prochainement ouverte sous l'égide du Conseil écuménique des églises chrétiennes, promet aussi Andry Rajoelina. Mais ces annonces sont loin de calmer la colère des protestataires. Aucune manœuvre de façade ne saurait remplacer une réponse directe à nos revendications, a écrit le collectif Gen Z dans un communiqué publié juste après l'annonce. Parmi ces revendications, le respect du droit de manifester sans répression ou encore la révocation du président du Sénat. Le texte est signé également par l'ONG Transparency International et la Solidarité syndicale de Madagascar, premier syndicat de la Grande Île. Les signataires laissent un délai de 48 heures au président pour satisfaire les revendications. Ils menacent autrement de déclencher une grève générale nationale. Au Mali, une vague de civils a quitté Kidal ces derniers jours lors de la reprise de ce fief des rebelles indépendantistes par l'armée malienne et ses supplétifs russes du groupe Wagner. En novembre 2023, la grande majorité des habitants avaient déjà fui la ville. Les autorités militaires de transition ont rompu l'accord de paix qui avait été signé en 2015 avec les rebelles, lesquels ont donc repris les armes. La ville de Kidal au nord du Mali est contrôlée depuis près de 2 ans par les autorités de transition, mais le blocus imposé depuis 2 mois par les rebelles du Front de libération de l'Azawad, FLA, et les attaques des djihadistes du Jinim liés à Al-Qaïda contraignent de plus en plus de Kidalois au départ. Ainsi, de nombreux civils majoritairement de la communauté Shongai ont profité des derniers convois
ayant quitté Kidal. Jeudi 2 octobre et dimanche 5 octobre dernier sous escorte militaire pour partir embarqués dans des camions surchargés avec l'intention de ne pas revenir. Des sources locales membres de la rébellion du FLA parlent de plusieurs dizaines de familles. Un notable Kidalois soutient des nouvelles autorités installées à Kidal par le régime de transition, confirme le phénomène mais assure qu'il s'agit moins de familles que d'ouvriers ne trouvant plus de travail ni sur les chantiers ni sur les sites d'orpaillage de la région. Depuis environ 2 mois, les rebelles du FLA ont décrété sans faire de communiqué officiel un blocus à Kidal et sommé les populations de s'éloigner non seulement des positions militaires mais aussi de la ville même de Kidal. Les djihadistes du JNIM attaquent également régulièrement l'armée malienne dans la région. Le JNIM et le FLA ne mènent pas d'attaques conjointes mais reconnaissent concentrées et parfois même coordonnées leurs efforts contre leur ennemi commun. L'armée malienne et ses supplétifs russes du corps africain, le carburant, la nourriture, le lait, Kidal manque pratiquement de tout, résume un membre du FLA qui se félicite de l'effet du blocus imposé par les rebelles. Ces derniers mois, le convoi de ravitaillement assuré par les militaires ont cependant toujours réussi à passer en dépit des attaques et notamment des mines artisanales posées sur leur chemin. Des marchandises parviennent ainsi à venir d'Algérie, tempère enfin le notable Kidalois pro-Bamako qui assure « Ma famille vit correctement, nous sommes habitués ». Coupable de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre, c'est le verdict prononcé par la Cour pénale internationale contre Ali Mohamed Ali Abdelrahman, dit Ali Kouchaib. La sentence n'a pas encore été prononcée et ne le sera pas avant plusieurs semaines, mais il risque la perpétuité. Après 3 ans et demi de procès, l'ex-commandant Janjaweed n'est pas donc parvenu à convaincre les juges de son innocence dans ces crimes commis en 2003 et 2004 contre les populations civiles du Darfour. Les poings serrés, comme pour retenir les émotions, le regard figé derrière des lunettes rectangulaires, Ali Mohamed Ali Abdelrahman a écouté le verdict debout face aux 3 juges, un verdict accablant prononcé à l'unanimité. Il a été 27 fois coupable pour avoir ordonné aux Janjaweed de commettre les crimes, les meurtres et les viols, les passages à tabac et les déplacements forcés. Coupable aussi d'avoir fourni et distribué les armes des coupables, d'avoir lui-même participé aux tueries, lui qui était identifié dans les villages, armé d'une hache, d'une Kalachnikov. Au cours du procès, il avait affirmé ne pas porter le surnom d'Ali Kouchaib, si souvent cité par les témoins. Les juges ont rejeté ces accusations et confirmé son rôle et son influence. Le commandant Ali était considéré par le gouvernement et était respecté et écouté par ses hommes. Avant chaque bataille, il participait aux réunions du gouvernement. À chacune des attaques attribuées à l'accusé, la présidente de la Chambre, la juge britannique, Jaina Hunar, a égrené à l'audience les noms de plusieurs des victimes d'Ali Kouchaib. Elle a également décrit son rôle dans les attaques. Comme le démontrent les faits relatifs au crime, l'accusé a joué un rôle actif dans leur commission. Il a encouragé et donné des instructions qui ont entraîné les meurtres, les viols et les destructions commis par les Janjaweed à Koudoum et Bendissi, principalement par l'exhortation qui accompagnait l'ordre d'éradiquer et de balayer, ainsi que par la formule « personne ne doit rester vivant ». Le condamné est retourné en prison après ce verdict. La sentence sera annoncée dans les prochaines semaines selon la Cour. C'est le premier procès visant un responsable soudanais. 3 autres anciens responsables du régime de l'ex-président Omar el-Béchir sont aussi inculpés, mais toujours en fuite. Selon l'ONU, des dizaines de milliers de personnes ont été tuées et plusieurs millions ont été placés durant la guerre au Darfour au début des années 2000. Lundi 6 octobre, la Russie a annoncé avoir intercepté 251 drones ukrainiens dans la nuit du 5 au 6 octobre, soit l'une des attaques les plus massives de Kiev en 3 ans et demi de conflit, particulièrement intense dans le secteur de la mer Noire. Sur ce total, très inhabituellement élevé, 40 drones ont été abattus au-dessus de la péninsule ukrainienne de Crimée, annexée par la Russie en 2014, 62 au-dessus de la mer Noire et 5 au-dessus de la mer d'Azov, a précisé le ministre russe de la Défense. À Tuapse, station balnéaire de la mer Noire dans la région de Krasnodar, dans le sud, une raffinerie de pétrole a été visée par des drones et l'attaque a provoqué un incendie dans lequel 2 personnes ont été blessées, selon les services de secours locaux.
Dans la région de Belgorod, frontalière de l'Ukraine, 5400 personnes restaient sans électricité après des attaques de missiles et de drones survenues la veille et dans la nuit, a indiqué le gouvernement régional Vyacheslav Gladkov sur Telegram. Pour sa part, l'Ukraine a affirmé que la Russie avait lancé 116 drones dans la nuit. Un site d'infrastructure énergétique a été frappé dans la région de Tchernigiv et une femme a été tuée dans la région de Kherson. Depuis le début de son offensive en février 2022, la Russie lance quasi quotidiennement drones et missiles sur l'Ukraine qui répond régulièrement en frappant le territoire russe. Kiev vise notamment les infrastructures énergétiques russes, mais ces attaques sont généralement limitées à quelques dizaines de drones. De son côté, Moscou a intensifié ses frappes sur le réseau électrique ukrainien ces derniers jours, faisant craindre une campagne visant à plonger le pays dans le noir à l'approche de l'hiver, comme ce fut le cas en 2024. Fin septembre, Moscou exerçant un contrôle total ou partiel de 19% du sol ukrainien, selon l'analyse des données fournies par l'Institut américain pour l'étude de la guerre qui travaille avec le Critical Threat Project. Quelques 7% du territoire, la Crimée et des zones de la région industrielle du Donbass étaient déjà contrôlés avant le début de l'assaut russe en février 2022, alors que les efforts diplomatiques engagés par le président américain Donald Trump pendant l'été pour mettre fin au conflit se sont enlissés. La progression de l'armée russe a de nouveau ralenti en septembre. Elle a pris 447 km² aux Ukrainiens, accentuant le ralentissement entamé en août après un pic en juillet. Lors des manifestations hebdomadaires en Israël, les protestataires dénoncent systématiquement l'attitude du chef du gouvernement qui, selon les familles des otages, a saboté les possibilités d'accord pour son intérêt personnel. Mais aujourd'hui, avec le plan Trump pour établir la paix à Gaza et le retour des otages, Benjamin Netanyahou, au pouvoir depuis 2009, veut rebondir et tirer des bénéfices de cet accord. Benjamin Netanyahou s'est adressé samedi 4 octobre aux Israéliens. J'espère que dans les prochains jours, nous pourrons ramener tous nos otages, a-t-il déclaré dans un discours télévisé samedi dernier. Il leur a expliqué en toute modestie que le plan américain était le résultat du travail diplomatique qu'il avait entamé depuis des semaines, couplé à l'utilisation de la manière forte sur l'enclave palestinienne pour faire plier le Hamas. Une version un peu différente du déroulé de la séquence a circulé dans les médias américains. D'après le site Axios, souvent très bien informé, Donald Trump aurait dit la semaine dernière à Benjamin Netanyahou « Tu es toujours tellement négatif. C'est une victoire. Prends-la. » Et il semble que Benjamin Netanyahou a saisi la balle finalement alors qu'il était réticent et que le président américain lui a un peu forcé la main. La popularité du premier ministre israélien est en baisse. Les sondages avaient marqué un rebond avant l'été au moment de la guerre des 12 jours contre l'Iran avant de chuter à nouveau. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Très bon suite de programme sur Tchad Info TV, votre chaîne d'information.